Bonjour, je suis le docteur Imen Miri, professeur agrégé en médecine physique à la faculté de médecine de Tunis, spécialisée en neuroréhabilitation pédiatrique et en neuropsychologie de l'enfant. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler aujourd'hui des troubles spécifiques des apprentissages, définitions et concepts. Les troubles spécifiques des apprentissages ou TSA, appelé trouble 10 de manière informelle, est un sujet d'actualité partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a une explosion des connaissances aussi bien dans le domaine pédagogique, médical, pratique éducative et dans les neurosciences, ce qui permet une meilleure compréhension de ces troubles. Malgré tout, il persiste des difficultés d'ordre conceptuel avec des confusions entre difficultés d'apprentissage, troubles d'apprentissage et troubles cognitifs spécifiques. Ceci amène des retards diagnostiques, des prises en charge inadaptées, des mesures pédagogiques inefficaces, amenant à de véritables situations d'échec scolaire. Ces troubles posent par ailleurs un véritable problème sociétal et interdisciplinaire. Qui dit quoi? Qui fait quoi? Avec quel outil? Ainsi, il est important d'apporter un éclairage aux enseignants sur les différents concepts et définitions et faire le point sur les données actuelles pour permettre de mieux appréhender ces troubles et agir en conséquence. Il serait important en premier lieu de distinguer les difficultés scolaires d'une manière générale des troubles spécifiques des apprentissages et ainsi mieux comprendre les problèmes des élèves et en discerner les causes. L'enfant qui écrit mal ne veut pas dire dysgraphie. L'enfant qui lit mal ne veut pas dire dyslexie. L'enfant qui parle mal ne veut pas dire dysphasie. Il n'est pas évident de définir la difficulté scolaire. En effet, la notion de difficulté scolaire est imprécise. L'appréciation de la gravité et du sens de la situation concernée est très variable selon que l'on se situe en contexte familial, social ou scolaire, ou encore même au niveau individuel. L'intitulé difficulté scolaire recouvre des situations très diverses, mais qui aboutissent toutes à une inadéquation scolaire et à une souffrance de l'enfant et de sa famille. Par ailleurs, la frontière entre ces difficultés et troubles est parfois ténue, surtout chez les enfants du collège. Il est alors important de souligner que cette difficulté est une étape normale de l'apprentissage. Il ne s'agit pas de sanctionner, mais de la prendre comme indicateur de l'activité de l'élève. Les difficultés sont souvent temporaires et peuvent être corrigées. Ils peuvent apparaître à différentes étapes de l'apprentissage. Les causes sont multiples et non neurologiques, soit par un apprentissage lacunaire, par des problèmes de méthode de travail ou en raison des troubles psycho-affectifs ou même par manque de motivation ou d'intérêt ou par une situation socio-économique difficile. On peut distinguer schématiquement deux situations. Les raisons liées à l'école, la problématique est en rapport essentiellement aux méthodes pédagogiques. Il s'agit d'un véritable métier d'élève et il faudrait savoir donner du sens aux apprentissages et motiver les élèves. On connaît tous l'effet maître. Et les raisons liées à l'environnement social et familial, les difficultés économiques, les problèmes familiaux peuvent être responsables de difficultés scolaires, mais également les situations d'affrontement des cultures, école, famille. Si on prend pour exemple la difficulté de lecture et la dyslexie. La dyslexie n'est pas juste une difficulté de lecture. Effectivement, la lecture est une tâche extrêmement complexe qui met en jeu de nombreuses fonctions cognitives distinctes. Il y a de nombreuses raisons pour peiner à lire, qui vont des causes biologiques, problèmes sensoriels, troubles de l'attention, troubles du langage oral, aux causes environnementales. Par conséquent, potentiellement, n'importe lequel élément de cette chaîne complexe pourrait induire des difficultés de lecture. Donc, lorsqu'on est devant un enfant qui a des difficultés à apprendre à lire, on doit en principe revoir ses hypothèses potentielles l'une après l'autre. On va alors essayer de comprendre d'où la difficulté vient et d'y répondre par des stratégies réfléchies, variées et complémentaires et bien sûr de la prendre en charge le plus rapidement possible et le plus tôt.
Par contre, s'il persiste un décalage significatif malgré la diversification des méthodes avec un temps d'apprentissage suffisant et après avoir exclu tous les facteurs précités, on devra évoquer une cause cognitive. Ce sont ces enfants qu'on va qualifier d'enfants 10. Les troubles spécifiques d'apprentissage ne sont pas de pures inventions comme on l'entend parfois, mais ce sont des troubles qui ont des définitions précises, qui sont décrites dans les grandes classifications médicales internationales, CIM-10, classification internationale produite par l'Organisation mondiale de la santé, et la DCM-4 par la Société américaine de psychiatrie avec des critères diagnostiques précis. Les troubles spécifiques d'apprentissage qui jouent au niveau des performances scolaires, lecture, calcul, écriture, ils existent chez les personnes qui ne présentent pas de déficit intellectuel ou sensoriel, ou un trouble neurologique majeur, ou une situation socio-économique ou scolaire défavorable. On peut distinguer troubles spécifiques de la lecture ou les dyslexies. Les dyslexies sont la difficulté sévère et durable d'apprentissage de la lecture et d'acquisition de son automatisme chez des enfants intelligents, normalement scolarisés, indemnes de troubles sensoriels et qui se traduit par au moins 18 mois de retard de lecture par rapport à l'âge scolaire pour des enfants entre 8 et 12 ans. Ce trouble touche 5 à 15% des enfants et 5% de la population. Il existe une grande diversité des troubles. Il s'y associe souvent des troubles de l'écriture et c'est la dyslexie, dysorthographie. Cela dit, ce n'est pas tout de définir et de diagnostiquer, mais il faut encore comprendre ce qui se passe dans la tête de ces enfants. Ils ont des difficultés à identifier les lettres, les syllabes et les mots. La plupart des enfants dyslexiques présentent un déficit phonologique touchant la conscience phonologique, la mémoire verbale à court terme et l'accès au lexique phonologique. On pourrait définir 3 types de dyslexie. La dyslexie phonologique qui représente 60% des cas, il s'agit d'un déficit de la voix d'assemblage, difficulté avec le décodage, il va inverser des lettres, des syllabes, il ne fera pas la différence avec des mots et des non-mots. La dyslexie de surface, il existe un déficit de la voix d'adressage, et c'est des difficultés avec les mots irréguliers, il va écrire au son. Et enfin, la dyslexie mixte, il existe des difficultés avec les 2 fois. On peut distinguer aussi les troubles spécifiques de l'acquisition de l'orthographe ou dysorthographie. La dysorthographie est un trouble de l'acquisition de l'expression écrite. Elle porte donc sur l'encodage qu'il s'agisse d'un texte dicté ou d'une production spontanée. Les anomalies les plus courantes sont les fautes d'orthographe, grammaire, conjugaison et d'analyse, les hésitations et la lenteur à l'exécution, des difficultés pour distinguer les homophonies, vers avec un S, vers avec un T, une mauvaise mémorisation de l'orthographe d'usage. Il existe aussi les troubles spécifiques de l'acquisition de l'arithmétique ou dyscalculie. Ce trouble pose un problème par rapport à sa limite nosographique et par rapport aux différentes définitions proposées. Il persiste un flou dans la définition. La CIM parle d'arithmétique et DCM-4 de calcul. On peut retenir des entraves d'origine cérébrale durable, persistantes, affectant spécifiquement les réseaux neuronaux liés au sens du nombre, sans facteurs environnementaux ou psychologiques associés, chez des enfants de bon niveau intellectuel. Les enfants qui souffrent de ce trouble peinent à traiter les nombres, reconnaître et produire des chiffres, passer de l'oral à l'écrit, à mémoriser les tables, addition, soustraction, multiplication et division, et à calculer, difficulté à effectuer de simples opérations qu'ils peuvent confondre les unes avec les autres, et à comprendre ce qu'est un nombre, comprendre le lien entre le symbole et la quantité. Ces troubles spécifiques des acquisitions scolaires font partie de la sphère des troubles d'apprentissage à côté des troubles cognitifs spécifiques. En effet, quand on dit 10, cela inclut le trouble du langage oral, qui est également connu sous le nom de dysphasie, ou la dyspraxie, qui est un trouble de la coordination gestuelle, et les troubles d'attention avec ou sans hyperactivité, qui ne sont pas des troubles des apprentissages scolaires, mais qui sont néanmoins des troubles d'apprentissage et qui vont influencer considérablement les apprentissages scolaires.
La dysphasie, c'est un trouble primaire du langage dans les sphères expressives et réceptives qui s'observe par des atteintes variables affectant le développement de plus d'une composante du langage: phonologie, syntaxe, sémantique, pragmatique. C'est une difficulté avec le dire et le comprendre. La dyspraxie est un trouble affectant les processus cognitifs qui permettent de planifier, d'exécuter et d'automatiser des mouvements volontaires appris, effectués dans un but précis et permettant une interaction adéquate avec l'environnement. C'est la difficulté à comment faire. Ainsi, l'enfant a des difficultés à apprendre et à automatiser des tâches motrices volontaires, nouvelles ou inhabituelles, ce qui va interférer avec l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne et des apprentissages scolaires. Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, est considéré comme le trouble psychique le plus fréquent chez l'enfant, avec une prévalence variant selon les auteurs de 2 à 26%. C'est un trouble neurologique qui se caractérise par une tendance excessive à la distraction avec des difficultés de concentration, parfois accompagnées d'hyperactivité ou d'impulsivité. Aujourd'hui, parce que ce trouble est peu connu pour ce qu'il est, le TDAH est encore trop lié dans l'esprit du grand public à l'hyperactivité seule et malheureusement bien souvent à l'image des enfants catalogués difficiles. Mais l'élément central du trouble consiste en un déficit des processus cognitifs. L'enfant souffrant de déficit d'attention aura souvent de grandes difficultés à être attentif, à se mettre au travail, à ne pas se disperser, à s'organiser, à rester attentif à ce qu'il fait. Il lui est très difficile aussi d'intégrer plus d'une consigne à la fois ou ne pas oublier la seule consigne qu'on vient de lui donner. L'hyperactivité ou la trop grande impulsivité dans les actes est une des manifestations du trouble. Il est important aussi de noter qu'actuellement les avancées, notamment en neurosciences, ont permis de mieux comprendre ce qui se passe aussi bien sur le plan cérébral que génétique. On connaît déjà assez bien l'architecture cérébrale pour les fonctions cognitives. En cas de troubles spécifiques d'apprentissage, il existe des modifications fonctionnelles avec des niveaux d'activation différents. Les modifications sont également structurelles. Il existe par ailleurs des facteurs génétiques. Mais la susceptibilité aux troubles est influencée à la fois par des facteurs génétiques et par des facteurs environnementaux. C'est un trouble généralement multifactoriel. Tous ces éléments qui sont importants à connaître et doivent être mis au service du monde de l'éducation qui pourrait proposer et appliquer des programmes et technologies éducatives pour aider à l'apprentissage. L'objectif est de rendre les pratiques enseignantes plus efficaces et donc d'aider les élèves à mieux apprendre.